Bonjour Armin. Bonjour Vincent. Alors je suis très content de vous avoir de nouveau sur ce plateau puisque nous vous avions reçu en 2012 et vous cartonniez avec votre fonds Prévoir Gestion Action. C'est encore le cas puisque c'est le meilleur fonds action zone euro capitalisation flexible en 2015 en termes de performance, comme il l'a été en 2012. C'est le meilleur fonds également sur 3 et 5 ans si on arrête les performances au 31 décembre. Et puis vous avez devancé de très beaux fonds tels que W Finance Invest et Kirao Multicaps. Alors, bref présentation de Prévoir Gestion Action. On l'a dit, c'est un fonds action zone euro, donc éligible au PEA, on est bien d'accord, qui investit dans des capitalisations d'au moins 500 millions d'euros. Disons plutôt à partir de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, 98% du fonds, c'est plus d'1 milliard d'euros. Oui, tout à fait. Mais vous vous réservez la possibilité d'investir dans des capitalisations inférieures à 1 milliard. J'ai l'espoir que ces 900 millions vont devenir 1 milliard sous peu. Alors c'est un fonds qui comporte de 50 à 65 valeurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Un portefeuille assez resserré. Le poids maximum d'une ligne, je crois savoir, est de 5%. C'est 5%, ça. oui. Pourquoi ne pas aller au-delà? D'abord, je ne voudrais pas être dépendant d'une seule valeur. J'aime bien la diversification et éviter un peu trop de volatilité qui pourrait être le cas du moment où vous avez une pondération trop forte pour une seule valeur. Donc c'est une façon de contrôler la volatilité. Aussi, Vous cherchez à être toujours investi à 100%. oui. C'est un pur fonds action, ça il faut le savoir. On est toujours exposé au marché. Revenons au style de gestion. En 2012, vous m'aviez déclaré que vous n'aviez pas de style de gestion prédéfini, que vous étiez un pragmatique. Est-ce que c'est toujours le cas? Pragmatique et du bon sens, je l'espère. Alors ça recouvre quoi, du bon sens? De ne pas faire des excès, c'est-à-dire il faut bien faire le stock picking dans le sens trouver des sociétés qui ont un business model qui est sain, qui ont un management dans lequel on puisse avoir confiance et qui ont une position dans les marchés un peu dominante. Donc ça veut dire tout de même que vous n'allez pas chercher vraiment des dossiers value compliqués? Pas vraiment. Il peut qu'il y ait une situation dans les marchés où je deviens peut-être un peu plus défensif, mais ce n'est pas ma vocation. Moi, je crois vraiment plutôt dans une croissance, dans la croissance d'une société. Et comme ça, j'investis dans les sociétés essentiellement dites croissance, mais je ne me ferme pas la porte. Encore une fois, j'essaie d'être raisonnable et du bon sens. La possibilité d'avoir aussi sur une valeur de value. En même temps, j'essaie quand même de les éviter. Par exemple, les utilities, on peut dire aujourd'hui, c'est vraiment profondément du value. J'essaie de les éviter à cause aussi de leur aspect politique. Oui, vous n'aimez pas les valeurs où l'État peut intervenir, en tout cas sur le marché. Vous savez, je suis toujours long entrepreneur et short gouvernement. Parce que du moment où la politique se mêle dans les affaires, ça ne donne pas toujours des très bons résultats. Donc vous avez un biais plutôt croissance finalement, dans ce que vous expliquez. Est-ce que la valorisation est tout de même importante au moment de l'achat? Oui, c'est important, mais ça, c'est vraiment pas la première critère que je regarde. Il m'arrive que j'achète une valeur au plus haut. Ça ne me gêne pas, sous réserve que je suis convaincu que cette valeur me donne la possibilité de surperformer les marchés dans leur ensemble par 15% sur un horizon d'investissement, disons, de 18 à 24 mois. Donc la croissance, c'est tout de même la grande boussole. Dans votre présentation, vous indiquez avoir, je cite, la volonté d'accompagner les marchés dans leurs mouvements les plus puissants et de savoir capter les momentum. Est-ce à dire que vous composez votre portefeuille dans l'idée de profiter des mouvements de marché? Oui, oui et non. Ça dépend vraiment de la valeur individuelle. Ce qui est important pour moi, c'est la qualité de chaque valeur indépendante. Bon, bien sûr, moi je dis toujours, toutes mes valeurs micro, tous ensemble, vont un jour faire l'écran macro. Donc vraiment, j'ai une approche bottom-up et bottom-up et bottom-up. Donc vous partez des entreprises? Je pars des entreprises. Tout ce qui m'intéresse, la qualité de l'entreprise, le management et son position dans les marchés. Alors vous dites tout de même établir un scénario central qui sous-tend vos choix de gestion. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça? Oui, mais je ne suis pas un économiste. Justement,
Ma façon de voir l'économie ou d'avoir une approche d'un économiste, c'est je survole, une fois que j'ai construit mon portefeuille, je survole mon portefeuille et ensuite je constate éventuellement que j'ai une certaine surpondération pour un secteur. Et l'intervention de l'économie en général, ça va dire simplement il faut que je ne suis pas trop concentré sur un seul secteur. Donc, prenons les cas, j'aurais choisi 50% des valeurs du luxe. Bien évidemment, pour un fonds bien diversifié, c'est beaucoup trop élevé et je dois l'amener à un niveau raisonnable. Mais ça, c'est un peu le macro que je ne m'autorise pas plus. D'accord. Cela dit, je reviens à cette notion de momentum que vous cherchez à capter. Est-ce qu'on pourrait vous définir comme un market timer, quelqu'un qui joue les mouvements de marché réellement? Définitivement pas. J'essaie d'éviter de faire du market timing. Je vais vous faire même un scoop. Moi, je dis c'est un loser's game. Si vous essayez de faire du market timing dans les marchés dans l'ensemble. Par contre, si vous regardez chaque valeur individuelle, vous constatez quand même un certain momentum pour chaque valeur. Et il y a plusieurs momentum même. Il y a un momentum à court terme, à moyen terme et à long terme. Et moi, j'essaie de synchroniser les trois pour constater dans quel stade une valeur se trouve à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai au niveau d'une valeur individuelle, c'est moins vrai dans le marché dans l'ensemble. Est-ce que justement la détermination du momentum dans lequel se trouve la valeur est rendue possible par l'usage de l'analyse technique? Parce que je sais que vous pratiquez aussi l'analyse technique. Exactement, je pratique l'analyse technique et c'est plutôt la cerise sur les gâteaux. Parce que bien entendu, comme je vous dis tout à l'heure, beaucoup plus important, c'est les fondamentaux d'une société, le management. Et la cerise sur les gâteaux, effectivement, c'est l'analyse technique qui me permet de déterminer si une valeur relative par rapport aux peers est surévaluée ou pas. Par rapport au pair. Par rapport aux pairs, pardon, oui. D'accord. Donc c'est grâce à l'analyse technique que vous faites ça. C'est un complément. Oui, c'est un complément. Mais ça ne se substitue pas à l'analyse fondamentale. Ah, sûrement pas. Alors, Les deux vont ensemble, c'est clair. Alors vous me dites que vous ne jouez pas les mouvements de marché, mais en même temps, j'ai le souvenir que vous faisiez tourner énormément votre portefeuille. En 2012, je me souviens, c'était 1,5 fois le portefeuille. Est-ce que vous continuez à avoir des rotations, des taux de rotation aussi élevés? Non, je crois en 2015, mon taux de rotation était autour de 0,5. 50%. 50% du portefeuille j'ai échangé. Il me semble, je sais pas j'aime bien accompagner mes sociétés dans leur développement. Et je ne me sens pas être celui-là qui est le créateur de la richesse pour les brokers, par exemple, de tourner les portefeuilles. Je suis le contraire d'un day trader. Vous n'êtes pas un day trader? Non, je pense que je suis l'opposé. J'ai mes convictions. Et voilà, j'essaye de jouer ces convictions. Et du moment où je reste convaincu sur la qualité d'une valeur et qui m'offre cette possibilité de faire la surperformance relative par rapport au marché, bien sûr, je reste investi. Vous les gardez en moyenne combien de temps, les valeurs? J'essaye de les garder le plus longtemps. Certaines valeurs de mon portefeuille datent de 2009. C'est la date où j'ai repris les fonds, la gestion des fonds. En règle générale, je veux dire entre 3 et 5 ans. Par contre, quand vous estimez que vous avez tort ou eu tort, vous coupez rapidement les positions? Exactement. Je crois que c'est un des points où j'ai une certaine discipline germanique, si vous voulez. Je n'aime pas... Enfin, j'accepte l'idée qu'il m'arrive que je me trompe. Et je suis très catégorique, j'accepte l'idée que je me suis trompé et je coupe mes pertes qui se manifestent dans les portefeuilles relativement rapidement. C'est-à-dire que vous vous donnez un délai pour couper vos positions? En règle générale, entre 6 et 9 mois, je regarde du moment où cette valeur ne fonctionne pas comme prévu, je me pose des questions, quelles sont les raisons. Mais en tout état de cause, si j'achète une valeur à 100, il baisse à 80. Enfin, non, on ne peut pas dire ça. C'est toujours relatif par rapport au marché. Du moment où il y a une sous-performance de 8% par rapport au marché, je coupe. La situation devient un peu plus compliquée du moment où vous avez, disons, une plus-value de 100% sur une valeur et la valeur baisse de 8%. Ça, je ne coupe pas automatiquement parce que je me suis dit... Bon, même les meilleures valeurs du monde, ils sont trois, de se reposer, de se... Encore une fois, c'est au cas par cas que vous évaluez en fait l'opportunité de couper ou pas. Exactement. Mais je suis quand même très catégorique du moment où il y a vraiment une perte. J'accepte l'idée que je vais tomber. J'espère que ça n'arrive pas trop souvent. Mais... Alors bon,
les choses vont plutôt bien. D'ailleurs, les encours ont fatalement progressé, ne serait-ce que parce que la valeur liquidative a augmenté. Mais vous avez collecté, j'imagine, et aujourd'hui, vous êtes à 200 millions d'euros d'encours, à peu près, c'est ça? 205 millions. 205 contre 70 millions en 2012 quand je vous avais interrogé. Est-ce que, justement, cette croissance forte des encours vous a amené à changer un peu votre process? Non, définitivement pas. Je reste égal à moi-même. Je continue de l'être jusqu'au peut-être un montant c'est difficile à déterminer, 500, 600 millions. Et ensuite, on verra. Parce que pour moi, évidemment, il est très important que les valeurs qui sont dans le portefeuille ont une certaine liquidité. Et je ne voudrais pas être celui qui fait ses propres prix. À partir de 500 millions, 600 millions, ça devient un peu plus compliqué. Mais on verra, j'ai encore la marge. Alors, on a encore en effet un peu de marge. Je souhaite tout de même que vous y arriviez assez vite. Je reviens à vos surperformances sur 3, 5 ans. Elles sont assez manifestes. Comment vous les expliquez? Le bon stock picking, tout simplement. Le bon stock picking. Vous savez, je me donne beaucoup du mal, je voyage beaucoup, je visite des sociétés sur place, je suis dans les forums qui sont organisés par les banques allemandes, par les banques françaises. J'ai passé les 3 jours chez Odo à Lyon, par exemple, début janvier. Et là, j'ai vu, je ne me rappelle plus, 12, 15 sociétés. Et ça, en permanence, je suis toujours en contact avec eux. Donc, voilà, je me donne du mal et j'ai toujours un bon contact, notamment avec les valeurs de Mittelstand en Allemagne. Bon, il se trouve que j'ai la chance, que je connais ce type de société depuis une quarantaine d'années. Alors justement, ça m'amène à une question, une question un peu retorse, un peu vache même, parce que vous avez très très bien performé et certains disent, bah oui, mais finalement, quand on regarde le fonds d'Armin Zinzer, que gère Armin Zinzer, Prévoir Gestion Action, c'est un fonds énormément exposé à l'Allemagne, et finalement, ses performances relèvent moins du stock picking que des performances du marché allemand. C'est un fonds qui est aligné sur le marché allemand. Quand on achète Prévoir Gestion Action, en fait, on achète de l'Allemagne. Il se trouve que je suis allemand, et c'est un peu naturel pour moi que j'investis là où je me sens à l'aise aussi. Et en plus, c'est aussi peut-être quelque chose, un avantage ici en France. Il y a peut-être très peu de gérants qui ont cette capacité d'analyser et de parler avec les Allemands en allemand. Et pourquoi je n'utilise pas cet avantage? Je serais vraiment bête de ne pas utiliser cet avantage. Mais je vais vous faire quand même une petite remarque. 2015, l'Allemagne a sous-performé la France, par exemple. Les DAX a sous-performé les Et c'est vrai que votre fonds, lui, s'est très bien tenu. Donc, grâce à mon stock picking, je suppose. Grâce à votre stock picking. Alors, parlons un petit peu de la manière dont vous sélectionnez les valeurs. Vous avez une façon de présenter les choses assez crue. Vous dites, bah moi, j'aime en fait les entreprises où le patron arrive tous les matins, se retrousse les manches, crache dans ses mains et fabrique quelque chose. C'est exactement ça. Donc, vous avez un biais plutôt industriel? Absolument, oui. Industriel et consommation, et éventuellement des logiciels, de software. Voilà, ça, c'est les secteurs dans lesquels où je suis. Du coup, c'est vrai que l'Allemagne regorge de ce type de société, donc vous pouvez faire votre marché allègrement. On va évoquer 2 titres qui sont assez emblématiques, assez rapidement, là, puisqu'on arrive au terme de cette émission, assez emblématiques de votre sélection de valeurs. Le premier, c'est KUKA. Ah oui. C'est une société de robotique. Exactement. Une des 4 sociétés mondiales. Il y a 2 boîtes japonaises, une suisse qui s'appelle ABB et KUKA. Qui a 14% de part de marché mondial, c'est ça? 14% de part de marché, tout à fait. Sur le secteur de la robotique? Oui, c'est une société qui est capitalisée. La capitalisation boursière aujourd'hui est entre 2 et 3 milliards d'euros. Une taux de croissance de chiffre d'affaires, je ne sais pas exactement, mais ça varie entre 10 et 15%. Et ils augmentent toujours leur marché bit. Donc une société qui est vraiment caractéristique pour un bon portefeuille, à mon avis. Le seul désavantage aujourd'hui est, je sais qu'il y a énormément de hedge funds à Londres qui sont short avec cette valeur, mais à un moment donné, ces shorties-là devraient racheter ces titres, et ça, à ce moment-là, le titre va bien performer. Est-ce qu'ils ne sont pas short? Donc, est-ce qu'ils ne vendent pas à découvert cette valeur parce qu'elle est très exposée à la Chine? Si, tout à fait. Entre autres, ça c'est sûrement le cas. Et aussi, bien sûr, la valeur per se n'est pas bon marché. On ne peut pas dire ça. Mais moi, je pense, dans le robotique en futur, vous voyez, tout le monde, on va créer des réseaux un peu partout. Et c'est un avenue de bonnes performances devant KUKA, et ils vont absolument profiter.
En même temps, on parle éventuellement, il y a des spéculations dans les marchés que KUKA sera un candidat à être racheté par Siemens. Donc, Donc, ça serait la cerise mais sur ça, le c'est la gâteau. cerise sur le gâteau. Oui. Mais ça, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais bon. Alors, une autre valeur, et on arrive au terme de cette émission, c'est Nordex. Oui. C'est un fabricant d'éoliennes. Exactement. En principe, je ne suis pas trop pour les alternatives, tout ça, mais ici, c'est vraiment un fabricant des machines classiques allemands. Ils sont vraiment très forts pour les éoliennes. Par exemple, ils sont équipés. Comment s'appelle cette pays en Amérique latine, à côté de l'Argentine, pas Brésil, Uruguay. L'Uruguay. L'Uruguay, ils sont équipés 50%. Uruguay est déjà aujourd'hui pratiquement 80% alternatif. Et c'est une société de 3000 salariés et qui a enregistré une croissance de près de 90% du chiffre d'affaires entre 2011 et 2014. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Ça va continuer. Et c'est une société rentable. C'est très rentable, oui. Donc ça, c'est le savoir-faire allemand. Savoir-faire allemand. Il y a aussi un actionnaire de référence qui est dedans, c'est Madame Susanne Klatten. Elle-même, elle est propriétaire de BMW, mais c'est une dame avec beaucoup de talent aussi de faire le stock picking elle-même. Et c'est une société qui se paye cher ou pas? Oui, c'est cher, c'est 32 fois aussi. Mais ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait absolument pas peur avec les taux de croissance et ce qu'on a vu ici à Paris avec les COP 21, par exemple. Je crois que le chemin va aller pour l'alternative. Si c'est toujours les éoliennes, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je me sens très à l'aise. Armin, merci. Je vous remercie et bonne journée.